Du délestage sévère d'ici fin février dans la ville de Kinshasa. Confirmation du directeur général de la Société nationale d'électricité, Eric Mbala, qui était l'invité de grands plateaux animés par Jean-Marie Kassamba ce vendredi même ici à Kinshasa. Plusieurs questions liées à la vie de l'entreprise, à la desserte en électricité et à la facturation ont été passées en revue. Les problèmes sont légion, surtout avec la réhabilitation des machines au niveau du site d'Inga qui ne dessert la population qu'à 15 actuellement %. Eric Mbala, lui, reste optimiste. Avec une population qui manque de l'énergie. C'est un exercice pas facile que s'est livré le directeur général de la SNEL ce vendredi dans l'émission Grand Plateau de Télé 50, animée par Jean-Marie Kassamba. Qui représente la SNEL aujourd'hui. Tout d'abord, un petit briefing. Dans le studio, les choses sérieuses commencent. Alors j'aimerais quand même, avant qu'on puisse commencer cette émission, si vous êtes venu nous dire la vérité ou nous vendre la SNEL. Le directeur général de la SNEL ne jure que sur la vérité. Je dois vous rassurer que nous ne dirons que la vérité, des choses qui sont vérifiables. L'état de lieu de l'entreprise, la commercialisation et la qualité de la desserte en énergie, la facturation, autant des questions abordées au cours de cette émission. C'est un pays qui détient un haut potentiel en hydroélectricité. Mais qu'est-ce qui pose réellement problème? La Société nationale d'électricité a comme générateur, je dois pas plus de capacité, oui. 2400 MW qui sont installés dans le pays. Et 2400 MW installés. La SNEL. Oui. Et il faut noter que la moitié de cette capacité n'est pas disponible aujourd'hui. Ces journaliers, ces gens qui viennent, on ne connaît même pas. Qu'est-ce que vous en faites? On parle souvent du phénomène journalier. C'est vrai que nous avons commis une erreur. Ces gens-là. À une période de notre histoire, oui. Nous avons commis l'erreur d'aller vers ces gens-là. On aurait dû le faire autrement. Erreur qui constitue à ce jour un calvaire pour la population. Mais ça fait qu'il y a une fois, tout un mois, sans que je travaille. À en croire Eric Mbala, le taux d'accès de la population à l'électricité est actuellement de 15%. Et $1 milliard américains injectés dans la réhabilitation des centrales et de renforcement de capacités de transport d'énergie en vue de mettre fin, notamment, au délestage sévère d'ici fin février dans la ville de Kinshasa. L'intégralité de l'émission à suivre ce soir à 21 h. En justice, nouvelles accusations de violences sexuelles visant des casques bleus congolais en Centrafrique. La République démocratique du Congo veut lancer des enquêtes. Le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, a donné des injonctions à l'auditeur général pour l'envoi de 3 magistrats militaires sur place, une manière pour le gouvernement de lever le voile sur ces nouvelles accusations. J'ai donné injonction à l'auditeur général pour envoyer 3 magistrats militaires pour enquêter sur place en vue de poursuite. Les formalités sont en cours pour le voyage. Telle est la décision du ministre congolais de la Justice en réaction au rapport publié mardi par le porte-parole de l'ONU. Ce rapport indiquait que des casques bleus originaires de la RDC étaient accusés d'avoir agressé sexuellement 4 enfants vivant dans un camp des déplacés en Centrafrique entre 2014 et 2015. Saisi le même jour par les Nations Unies, le gouvernement de la RDC disposait des 10 jours pour décider de mener sa propre enquête sur ces soldats car selon la procédure onusienne, il revient au pays dont sont originaires les casques bleus de les sanctionner s'ils sont reconnus coupables. Déjà en novembre, 5 soldats du contingent de la RDC au sein de la MINUSCA avaient été accusés d'agression sexuelle contre 5 femmes après que 3 casques bleus congolais eurent été accusés d'avoir violé 3 jeunes femmes, dont une mineure. Les enquêtes des autorités judiciaires congolaises sur ces affaires ont débouché sur des non-lieux, d'autant plus que les Nations Unies n'étaient pas capables de prouver et d'apporter une pièce quelconque portant accusation de cette infraction au niveau du code pénal. En réaction à ces dernières accusations, Lambert Mende avait mis en cause l'un de ceux qui, au sein de la mission de l'ONU en Centrafrique, aurait mené cette enquête, l'accusant de solidarité mal placée, suite à l'expulsion de Scott Campbell, l'ex-chef de bureau conjoint de droits de l'homme de l'ONU au Congo. Il avait également dénoncé des dissensions au sein de la MINUSCA,
dont il ne serait jamais fait mention, citant nominativement un employé de l'ONU qui se serait plaint des méthodes d'enquête de son confrère. Pour ces nouvelles accusations, la RDC attend les résultats des enquêtes des magistrats militaires envoyés sur terrain. Changeons de cap, le ministre de la fonction publique et l'ENA, France, viennent de signer un protocole d'accord signé pour la formation continue des cadres supérieurs de l'administration publique de la RDC à Paris. C'est l'un des fruits de la récente mission de travail du ministre Pascal Issoumbécho en France. Paris, rappelez-vous, avait déjà joué un grand rôle dans la création de l'ENA RDC. Cette nouvelle initiative confirme l'engagement de cette dernière à appuyer la réforme de l'administration publique de la RDC. La formation des agents et fonctionnaires de l'État est l'un des volets primordiaux de la réforme de l'administration publique de la RDC. Le ministre de la fonction publique n'a cessé de le rappeler dans ses différentes interventions devant la presse. C'est eux qui constituent la colonne vertébrale de toute action du gouvernement. Ça, c'est une occasion pour rappeler le rôle de l'administration publique. Il n'y a pas de gouvernement sans administration. Un projet chéri du gouvernement dans lequel il est aussi accompagné par la France, pays auquel s'est notamment inspiré la RDC pour la création de son école nationale d'administration. La France vient encore une fois de s'engager pour la formation continue des cadres supérieurs de l'administration publique. C'est l'essence de ce protocole d'accord entre le gouvernement congolais et l'École nationale d'administration française. Merci. Il s'agit d'un coup d'épaule incontestable pour un projet de réforme très exigeant dont les résultats doivent aboutir à une administration publique compétitive. Et puis le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, arrive à Goma, au nord Kivu, le 23 février. Et puis il se rendra à Kitanga s'enquérir de la situation sécuritaire dans ce territoire de Masisi. Après Goma, le patron de l'ONU ira à Kinshasa pour s'entretenir avec les autorités congolaises sur certaines questions d'actualité. Cette annonce est du gouverneur Julien Paluku lors d'une réunion du comité provincial des sécurités. Pacheco Kavundama. À Goma, Ban Ki-moon va s'entretenir d'abord avec les autorités locales, puis va se rendre dans la cité de Kichanga, territoire de Masisi, pour palper du doigt la situation sécuritaire dans cette partie de la province du Nord Kivu. Après Kichanga, le patron de l'ONU se rendra à Kinshasa s'entretenir avec les autorités congolaises sur quelques questions d'actualité. Outre cette arrivée très importante de Ban Ki-moon, d'autres sujets ont été traités pendant cette réunion de sécurité. C'est notamment la situation sécuritaire à Masisi et en ville de Goma. Concernant l'insécurité en territoire de Masisi, les services spécialisés ont signalé l'arrestation d'un suspect détenant 2 cartes d'électeurs neuves et une carte d'un mouvement rebelle en gestation dans le secteur de Katoyi dénommé Force populaire de l'Union des communautés congolaises. Les services de sécurité ont été chargés d'étouffer ce nouveau mouvement rebelle afin d'éviter d'endeuiller encore les populations du Nord Kivu. Ouverture des postes frontaliers entre la République démocratique du Congo et le Rwanda 24 heures sur 24. Les habitants de Goma et Gisenyi ont salué la décision du gouvernement congolais, mais ils demandent d'autres mesures de sécurité pour éviter qu'il y ait d'autres crimes dans l'une ou l'autre ville. Encore une fois, Pacheco Kavundama. C'est fait. Les barrières entre les villes de Goma et Gisenyi ouvrent 24 heures sur 24. Comme annoncé mardi dernier par le gouverneur du Nord Kivu, qui avait relayé la décision du président de la République lors de l'arrivée de la coupe et de l'opare en ville de Goma. Cette mesure d'ouvrir la barrière 24 heures sur 24 est saluée par les habitants sur place. Bon, c'est tout à fait merveilleuse de voir que le gouvernement a permis à ceux qui sont là de Gisenyi et nous les voyageurs et que la frontière soit 24 sur 24, c'est une bonne chose, mais ils doivent aussi voir les précautions par rapport à la sécurité de ces gens-là, de ces volets-là qui traversent pendant la nuit. Vous savez, il y a des fois où on traverse la frontière. Maintenant,
quand vous voulez effectuer là quelques activités, vous héritez des difficultés à ce qui concerne le temps. Vraiment, nous sommes là pour féliciter le gouvernement, qu'il continue ici sans problème. Vraiment, nous sommes derrière le gouvernement. Le gouvernement congolais, pour rappel, avait décidé de fermer ses postes frontaliers à partir de 18 h pour des raisons de sécurité, il y a de cela presque 3 ans. Les Congolais restant à Gisenyi sont le plus ravis de l'ouverture de ces postes 24 heures sur 24. Pour moi, personnellement, je suis résident au Rwanda, à Gisenyi. Et la réouverture de la frontière m'a vraiment beaucoup enchanté parce que du fait qu'à l'époque, on faisait aller-retour jusqu'à 18 h, mais actuellement, c'est jusqu'à 24 h. Et à l'époque aussi, quand on devait participer aussi à des fêtes familiales ou à des fêtes des amis pour les mariages, souvent les fêtes commencent vers 18 h. Oh, c'est le moment de la fermeture de la frontière. Ça nous a fait vraiment beaucoup de mal de rester vraiment à l'écart, de se mettre en quarantaine parce qu'on n'était pas vraiment du tout visible dans des fêtes des amis et des familles. Soulignons qu'il y a presque 3 jours avant l'annonce de cette mesure, un député national élu de Goma avait déjà initié une pétition demandant au gouvernement congolais de procéder à l'ouverture de ces postes frontaliers 24 heures sur 24. Mais les choses sont allées plus vite. D'une province à une autre, le commissaire spécial du Tanganyika a reçu ce vendredi dans son cabinet une délégation du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Roger Losala, qui conduit ces délégations, dit séjourner à Kalemie afin d'évaluer le projet PRODAP. Il en a profité de rencontrer ses camarades de l'UNAFEC qui sont conduits là-bas par l'honorable Ali Binomari Simukinje. Reportage de Bienfait Mouemedi. Faire le bilan du projet d'aménagement de l'autorité du lac Tanganyika dit PRODAP, voilà l'objectif de cette délégation du ministère national de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Conduite par Maître Roger Losala, le directeur de cabinet du ministre de l'Agripel, Prof Mota, et vice-président de l'UNAFEC, cette délégation a été accueillie en triomphe par les militants de ce parti de la majorité présidentielle, dont en tête le président de la Fédération du Tanganyika et commissaire spécial adjoint, honorable Ali Binomari Simukinje. Accompagné de Odon Takili, conseiller chargé de la planification à son ministère, Maître Roger Losala est allé rendre civilités au commissaire spécial du Tanganyika, honorable Orishangoy Kitangala. La mission consiste dans le projet PRODAP ainsi que le matériel qui ont été acquis par rapport à ce projet-là. Avant, il a rencontré ses camarades militants de l'UNAFEC au siège du parti pour des communications importantes. Pour Maître Roger Losala, l'UNAFEC soutiendra jusqu'au bout les options levées par Joseph Kabila Kabange, dont le dialogue restera dans la majorité présidentielle. Et nous avons vu la présence du parti, surtout le soutien du parti aux actions du chef de l'État par l'entremise de l'autorité Ali ici sur place. Et nous avons apprécié à son juste titre les efforts qu'accomplit le commissaire adjoint Ali dans l'exercice et le fonctionnement du parti au niveau de la province. En ce qui est des élections du gouverneur et vice-gouverneur, l'UNAFEC attendra le mot d'ordre de la majorité présidentielle, a-t-il dit. Et dans notre page sportive, parlons d'abord de la Super Coupe d'Afrique 2016. Le tout-puissant Mazembe affronte le club tunisien de l'Étoile sportive du Sahel. Le match se jouera demain samedi au stade tout-puissant Mazembe de Kamalondo. Un seul enjeu dans cette opposition, le titre de super champion d'Afrique. Analyse des forces en présence. C'est un duel qui opposera le vainqueur de la Ligue des Champions à celui de la Coupe de la Confédération de la CAF, saison 2015. Après leurs titres respectifs, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi et l'Étoile sportive du Sahel briguent cette fois les titres suprêmes en Afrique. Un match classique entre deux géants du football africain, deux clubs avec un passé honorable et respectable sur les continents. L'affiche s'annonce équilibrée au regard de parcours appréciables des uns et des autres en 2015. Si Mazembe s'était défait de l'USM Alger 4-1 en double confrontation, les Tunisiens, eux, avaient battu dans la douleur le Sud-Africain d'Orlando Pirates par 1-0 après un nul au match aller. Pour ces matchs, les Tunisiens, actuels leaders de leur championnat, ne comptent pas faire dans les détails. Une forte délégation d'environ 80 personnes a fait les déplacements de Lubumbashi. Objectif, remporter les titres.